Bonjour Éloi Recoin, et merci de nous accorder cet entretien dans le cadre du séminaire de l'ANRAD que nous menons à l'occasion de la sortie en DVD de la captation du soulier de satin d'Antoine Vitez en 1987. Alors cet entretien fera partie d'une petite série de rencontres et de témoignages que nous organiserons avec Jeanne Vitez, ici présente, qui a tenu plusieurs postes dans le soulier et qui est à l'origine de la création de l'association des Amis d'Antoine Vitez, qui a œuvré plusieurs années auprès de l'INA et avec l'aide précieuse de Marie-Victoire Nantais, excuse-moi, et de la société Paul Claudel, oui, pour la sortie de ce fameux DVD pour lequel je crois que vous avez rédigé une préface. Oui, on a contribué. Voilà, une préface et un... Oui, enfin deux préfaces. Une remembrance. Voilà. Remembrance, je l'ai appelé, c'est ça. Alors, Éloi Recoin, vous êtes né dans une famille d'artistes, vous menez vous-même plusieurs activités artistiques, vous êtes dramaturge, marionnettiste, metteur en scène. Vous avez été le directeur artistique du Théâtre Manu, vous avez dirigé l'Institut international de la marionnette à Charleville-Mézières. Vous êtes aussi maître de conférences en études théâtrales à Paris 3. Et parmi vos multiples activités, vous êtes aussi traducteur chez Actes Sud et à l'Arche. Oui, c'est exact. Tout est donc juste. Alors parmi toutes vos activités, il y en a une par laquelle j'aimerais qu'on débute cet entretien, c'est celle d'assistant et collaborateur artistique d'Antoine Vitez, à partir de 1984. Donc vous avez donc participé à une bonne douzaine de spectacles d'Antoine Vitez, à Chaillot, à Avignon, et puis à la Comédie Française. Donc Hernani, Lucrèce Borgia, Electre, Le Mariage, La Célestine, Galilée. Et parmi toutes ces collaborations, il y en a une en plein milieu de cette période, pour laquelle vous avez probablement éprouvé le besoin postérieur à la disparition d'Antoine Vitez de publier un journal de bord. C'est Le Soulier de satin qui a été créé à la Cour d'honneur. Alors je vous demanderai bien évidemment pas la raison pour laquelle vous avez souhaité rendre hommage à Antoine Vitez, mais j'aimerais bien vous entendre sur le support artistique de cet hommage. Pourquoi cette pièce? Est-ce que c'est le gigantisme du projet? Est-ce que c'est votre attachement personnel au texte de Claudel? Est-ce que c'est la conviction que ce projet était déjà un manifeste artistique d'Antoine Vitez ou une démarche testamentaire? Voilà. Pourquoi s'arrêter sur ce soulier en pleine collaboration avec Antoine Vitez? Alors, d'abord, l'idée de ce livre, ce journal de bord, il est le résultat d'une volonté conjointe d'Alain Crombec, qui était le directeur de festival à l'époque et qui avait commandé ce projet à Antoine. Et évidemment, il rencontrait chez moi le désir de témoigner d'une aventure absolument exceptionnelle, à plein de titres en fait. Certes, le gigantisme, l'intégralité de l'œuvre pour la première fois montrée, le caractère testamentaire, en effet. Il faut savoir que l'année suivante, Antoine quitte Chaillot pour la Comédie Française. C'est un moment de rupture en fait, c'est une somme qui d'ailleurs, quand on regarde la distribution du Soulier de satin, il y a toutes les strates de la vie théâtrale d'Antoine Vitez qui sont présentes quasiment. Je veux dire, tout le monde ne pouvait pas être distribué dans le Soulier de satin, mais globalement, depuis les plus vieilles générations, Gilbert Lyon, Madeleine Marion, jusqu'aux plus jeunes, Redjane Mitrovica, Valérie Dréville, voilà, sans compter les compagnons de longue date, comme Jeanne, par exemple. Jean-Marie Lénig, etc. Pierre Vial. Donc il y avait cet aspect-là. Il y avait aussi que moi j'étais en effet le collaborateur d'Antoine de 84 jusqu'à sa mort, mais j'ai eu la chance, pour des raisons biographiques, de croiser très tôt cet homme de théâtre qui m'a aussi fait très tôt confiance, puisqu'il a monté une de mes premières pièces quand j'avais 20 ans, au Théâtre des Clatés-Débris, la balade de Mr. Pep, en marionnette, dans laquelle jouait Jeanne. Et donc j'avais déjà goûté, si je puis dire, à la manière de faire de cet homme de théâtre. Et conjointement, cette année-là, en 1975, il montait conjointement mon texte d'un jeune inconnu, il montait Partage de midi à la Comédie Française, et j'ai pu assister aussi à des répétitions de Partage de midi. Et donc ensuite, à Chaillot, dans l'aventure à Chaillot, j'ai pu suivre également
j'ai collaboré à l'échange, puis le soulier. Donc j'ai une espèce de trame claudélienne avec vitesse très importante. J'ai d'ailleurs dans mes archives, bien plus que ce qu'il y a dans ce livre, le journal de bord, des notes considérables, puisque j'étais un peu, il disait moi d'ailleurs que j'étais un peu le Eckermann de Goethe. Je tenais les minutes des répétitions, je gardais tout en mémoire. Ça l'impressionnait des fois, d'ailleurs ça l'inquiétait de me voir comme ça, tel un graphomane, vouloir regarder mes mémoires. Un huissier, voilà. Mais petit à petit aussi, c'est une collaboration qui s'est inventée, construite singulièrement en raison des personnalités que nous étions. Et ce livre en témoigne aussi d'une certaine façon. Et probablement pour moi, cette aventure de Sous les Satins est comme l'apogée d'une collaboration qui s'est épanouie en quelque sorte au fil du temps. J'ai appris mon métier, j'ai appris le théâtre. La véritable université, c'est celle que j'ai vécue auprès d'Antoine Vitesse, en réalité. Et c'est ce que j'essaie de transmettre aujourd'hui à des jeunes étudiants en lutte théâtrale. En tout cas, c'est d'aller vers les vivants, vers les artistes en activité. C'est eux qui nous posent les plus belles questions, c'est eux qui nous posent qui nous déplacent, qui nous déséquilibrent dans nos certitudes. Voilà. Et Vitesse a été un formidable précepteur pour moi. Alors passons maintenant à l'avant-projet, aux répétitions. Dans votre journal, vous décrivez Chaillot pendant les répétitions du printemps 87 comme une espèce de ruche dans laquelle tout le monde répétait, un peu d'ailleurs comme Antoine Vitesse, je crois, conseillait de le faire à ses élèves au Conservatoire national quand il leur demandait d'investir de la cave au grenier les espaces possibles. Est-ce que vous pourriez nous décrire une journée vitésienne de répétition et notamment nous éclairer sur cette expression de Claudel, assumée par Antoine Vitesse et ensuite Olivier Py aussi, de monter cette affaire vite et mal et qui me laisse vraiment perplexe chaque fois que je constate la puissance de l'exécution. Oui, alors ça a à voir beaucoup, je crois, chez Antoine Vitesse avec l'idée de l'esquisse, du dessin, comme il disait, dessin EIN. Il avait un dessin et il fallait ensuite esquisser très rapidement, le plus rapidement possible, dans la fulgurance, dans l'allégresse du faire et du refaire la chose, si bien que quasiment parcourir l'entièreté du Soulier de Satin, au bout d'un mois et demi, on avait tout parcouru une fois. Mais évidemment, avant que la roue tourne et qu'on revienne à ce qu'on avait vu au début, il se passait pratiquement un mois entre les scènes. Et moi, en tant qu'assistant, j'étais le maître du temps, en quelque sorte. C'est moi qui organisais en fonction de... Alors, c'était une alchimie très, très fine à construire, parce qu'il y avait les acteurs problématiques, ceux qui ne posaient aucun problème, la longueur des scènes, oui. Les angoisses des uns, les désirs de solitude des autres, etc. Donc il y avait toutes sortes d'équilibres à trouver pour organiser le temps de la répétition, faire retour sur certaines scènes, laisser d'autres mûrir tout seul. Et voilà, ça c'était quelque chose. Une journée de répétition, je dis toujours, enfin, je le dis je crois dans le journal, c'est pour moi inimaginable, je pense, pour les gens à l'extérieur d'une telle aventure, de comprendre ce que ça peut vouloir dire que de vivre dans la fiction de 8h du matin à minuit pendant 4 mois. Oui. C'est quelque chose, c'est quand même à la fois, c'est un délicieux enfermement, et en même temps on est sans cesse perturbé par le dehors. Le monde du dehors fait intrusion dans la répétition. Vitesse était directeur du Théâtre national de Chaillot, donc il avait aussi ses obligations, ses rendez-vous, il montait les escaliers. Il disait qu'il se reposait quand il descendait, qu'il arrivait en répétition et il se reposait. Vous répétiez sous l'escalier toujours. Oui, dans l'ancienne salle de répétition qui est sous les grands escaliers qui descendent au jardin. Oui. C'était d'ailleurs période printanière, puis à l'approche de l'été, très pénible, parce que les skateboarders descendaient les escaliers, et donc il y avait Pierre Berg qui est un peu sourd, qui se demandait s'il y avait un chat. Un chat. Non, Pierre, ce n'est pas un chat. Mais ce qui est très beau aussi dans ces moments de répétition, c'est qu'il y avait en effet une sorte d'autonomie des acteurs, mais qui était liée à la confiance profonde. Il y avait une histoire d'abord
passé, de collaboration avec la plupart des acteurs qui étaient engagés dans le Soulier de Satin, et une confiance absolue dans les artistes, dans les poètes, qui étaient ces jeunes gens et moins jeunes gens qui étaient sur le plateau. Et cet art de donner confiance, de faire confiance, chez Antoine, c'est une qualité exceptionnelle, en fait, qui vous donne des ailes, hein, qui vous donne envie de faire des choses extraordinaires. De monter le soulier de satin. Voilà, de monter le soulier de satin, coûte que coûte, sous peine de mort. Et vite et mal, ça ne veut pas dire, comme il le disait souvent, une esquisse, elle peut être parfaite. Oui. Elle peut être parfaite. Simplement, voilà. Elle a comme Daibutsu, quoi. La légèreté du trait, Oui, voilà, oui, exactement. oui. Elle a la légèreté du trait, il y a une vitesse d'exécution, il y a une allégresse, il y a une joie. La joie des répétitions du soulier de satin, c'est pour moi un souvenir inoubliable, en fait. Mais pas seulement pendant le soulier, mais disons que voilà, c'était dans la durée, donc on avait cette joie étonnante qui nous traversait. On était conscient à la fois, on ne savait pas ce qu'on faisait, ce qu'on allait obtenir, si ça allait marcher, quoi que ce soit, mais on était conscient de faire œuvre. C'est-à-dire, depuis Barrault, finalement, il n'y avait pas eu de tentative de cette ampleur-là. Et à ce moment-là, aussi, il faut se représenter ces années-là, ce retour à Claudel, au Soulier, à une œuvre de cette envergure-là, c'était un pari quand même assez fou, il faut bien le dire. Ouais. Vous vous sentiez un peu attendu? Il y avait un enjeu Bah, je crois pas, c'est très bizarre, parce qu'il n'y avait aucune, enfin, de mon point de vue, et ce que je percevais, il n'y avait pas de pression au sens de la réussite, en fait. Je n'ai pas ce souvenir-là. Il y avait le sentiment de s'engager dans un combat artistique, en fait, avec un très grand poète, avec une œuvre gigantesque, et avec quelque chose dont tu parles très bien dans ta préface, Jeanne, c'est-à-dire la thématique, les thématiques de cette œuvre qui, au fond, touchent à l'inextricable de la vie, des amours, des contradictions qui nous traversent, des conflits voilà, majeurs qui nous travaillent et qui travaillent Antoine aussi à sa façon, dans sa propre vie. Et il y avait là, pour chacun d'entre nous, comme un moment biographique, en fait, très, très puissant qui se jouait dans la réalisation. Et c'est drôle parce que tu parlais tout à l'heure de dessin EIN, et en fait, Antoine dessinait aussi, ce qu'on ne sait pas. J'avais eu envie de faire quelque chose avec ça un jour, mais je ne sais pas si je le ferai. Mais en tout cas, il dessinait, et il dessinait sur des petits bristons, ou parfois sur des plus grandes pages, mais il dessinait à la plume, avec son stylo à plume, des choses totalement abstraites, mais parfaites, entre guillemets, parfaites, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, c'est pas le problème, mais je pense à ça à cause de l'esquisse aussi. Oui, c'est ça. Enfin, il faisait des dessins à la plume, avec parfois des coloriages, enfin, c'est du même ordre, enfin, il y a quelque chose comme ça de se lâcher. Oui, de laisser advenir, comme librement, se déployant librement dans l'espace comme se déploie la musique ou la parole, le geste de l'acteur, le geste de la mise en scène. Et justement, je voudrais revenir sur un point par rapport à cette question de la répétition. Ce qui a précédé les répétitions, ça a été des moments de travail à Bièvre. Et moi, quand il m'a dit on va travailler sur le Soulier de Satin et Lois, donc rendez-vous à Bièvre, vous imaginez le jeune assistant metteur en scène qui se blinde, relit tout ce qu'on peut lire, arrive armé pour le combat intellectuel, le grand homme de théâtre. Et on a passé, je crois, dans l'ensemble avec Yanis, Antoine et moi, on a dû passer 3 fois une après-midi à Bièvre pour préparer le Soulier de Satin. Et c'était assez, incroyable, parce que on parlait de tout, sauf du Soulier de Satin, quasiment. Oui. On s'approchait de la chose, alors il y avait Yanis qui disait « Tu sais, Antoine, peut-être on peut la faire. » Mais c'était juste... Et puis je disais à Antoine, mais tu sais, ce qui serait très intéressant, ce serait quand même d'imaginer la distribution, la circulation des rôles, puisque tu sais que tu vas le faire avec tant d'acteurs, il faut donc qu'on pense à... Entrons dans ce genre de... Qu'on rentre dans la cuisine dans de le ça. dur, quoi, oui. Pas de précipitation, pas de précipitation.
Et en fait, ces trois séances de travail préparatoires ont servi vraiment à faire tenir sur un petit bout de papier les grandes intentions et les principes qui allaient gouverner cette union. C'est-à-dire, finalement, le petit radeau posé sur la grande mer bleue. Pour représenter l'immensité du monde, il faut un petit théâtre de poche, etc. Le principe du un clou chasse l'autre, l'enchâssement des choses, une scène chasse l'autre, la superposition des choses. Pas de transition. Pas de transition, aucune. 3. Le souffle claudélien, le respect du verset tel qu'il l'avait pratiqué avec Madeleine Marion dès l'époque de... Oui, des 58. Des 58, puis ensuite en 75 à la Comédie Française. Et puis voilà, en gros, avec les paroles, les premiers mots du journal de Claudel, où il dit en quelques mots, je sais rapporté dans le journal de bord, voilà, il évoque succinctement l'aventure avec Rose Vetch, la naissance de Louise, et fendre la muraille du cœur humain. Je pense que voilà, un des projets d'Antoine en faisant ça, c'était fendre la muraille du cœur humain. C'est un projet. 3 fois rien. Un projet. Est-ce que cette chose-là dont vous parlez et qui consistait à tourner autour de l'affaire avant justement d'y entrer, avait un écho dans cette façon qu'il avait de raconter des histoires pendant les pauses, qui étaient destinées à nourrir comme ça l'intérieur de l'acteur, et qui n'avait apparemment qui n'avait absolument rien à voir avec ce dont il était question au plateau. Mais c'était des manières de détente libératoire en fait. Ou aussi quand il venait montrer quelque chose au plateau, comme il disait, moi je ne suis pas du tout dans la responsabilité du rôle, d'incarner la chose, de le faire bien. Donc avec sa désinvolture et sa joie de faire, il esquissait, il montrait avec audace une chose incroyable sur le plateau. Et ça faisait partie de cette invitation perpétuelle qu'il faisait aux acteurs de soyez ce lieu et l'espace de toutes les libertés possibles. Ce lieu et l'espace de toutes les libertés possibles. Vous êtes des poètes, vous écrivez sur le sable, etc. Et vous pouvez, autorisez-vous. Voilà. Autorisez-vous, et la conviction avec laquelle vous rentrez dans l'invention poétique, eh bien, nous y croirons nous aussi. Donc c'était une forme de manière à la fois de donner confiance et aussi de dégonfler la baudruche que peut aussi, face à une œuvre pareille, face à une langue pareille, tout d'un coup ramener aussi le trivial qui traverse tous les acteurs aussi. Le bavard, le carnavalesque. De désinhiber finalement l'acteur. Désinhiber, se désinhiber lui-même, s'amuser de... Le théâtre est un jeu, voilà, il faut jouer à jouer, il faut... Donc imiter Georges Marchais pendant une pause, ça faisait... Parfait. C'était ça n'avait rien à voir, mais... C'est ce qu'il appelait avec son langage, lui qui était un religieux athée, comme il disait, il avait souvent mobilisé un langage théologique. Bien sûr. Le communisme était une théologie, sans doute. Mais il avait besoin aussi d'établir des ponts. Un texte pareil, c'est plein d'écriture dans l'écriture, c'est plein de territoires qui sont convoqués. Et lui, ça, mine de rien, c'est-à-dire, mine de rien, avec sa générosité, il partageait justement une connaissance qu'il avait de ces territoires, il reliait les acteurs à ces territoires. Et donc, chacun, quel que soit son parcours de formation intellectuelle, etc., avait, démocratiquement accès à cette mine qu'il était. Tout était mutualisé. Voilà, il y avait une sorte de... Mais comme dit Marie des CTP, la communion des saints. Voilà. Et ça donnait aux répétitions un climat très particulier. Je ne dis pas qu'il n'y
il y a eu des moments de tension, des moments d'angoisse qui traversaient certains acteurs, certains moments de... Et lui-même sans doute aussi. Et lui-même aussi, parce qu'il était impliqué dans l'affaire et qu'il avait toujours le trac par sa mémoire. Mais une dernière chose peut-être sur ce temps de répétition à Chaillot, il y avait aussi quelque chose qui m'a beaucoup impressionné, parce qu'on savait qu'on allait jouer dans la cour d'honneur. Et la salle de répétition à Chaillot, c'était pas plus grand que le petit plateau de bois, à peine plus grand que le petit plateau de bois qu'on avait posé sur la scène d'Avignon. Et alors je lui posais comme ça de temps en temps des questions, en fait. Et il faisait cette réponse régulièrement, il me disait, ouais, quand on est juste en intention et en direction, tout va bien. Après, les choses se déploieront comme un gaz qui prendra tout son volume. Et ça, je trouvais ça... c'est une grande leçon de théâtre, hein, d'être capable de penser ça, et donc de ne pas être obnubilé, même s'il y a une projection imaginaire dans l'espace de la cour d'honneur, mais dans l'espace, c'est toujours au présent, dans l'espace. Oui. On fait le théâtre de l'espace dans lequel on est, et il y avait cette foi dans le théâtre. Voilà. Le miracle aura lieu de toute façon. Mais dans le confinement, si je puis employer ce mot, de la petite salle de répétition, on avait un effet de concentration aussi du verbe Claudelia, une vision très, très précise de proximité avec les acteurs, avec leur gestuelle, avec les émotions qui les traversaient. Et en fait, voilà, passer dans la cour d'honneur, on en reparlera, c'était juste naturel. En fait. On a fait quand même, avant d'arriver dans la cour d'honneur, on est passé au grand plateau de Chaillot. On a eu un petit sas intermédiaire où on a changé un peu d'échelle, où on a pu déjà mesurer. C'est là qu'on avait fait ce monstre. Ouais, le premier monstre. On avait assemblé l'ensemble des scènes. Qui avait duré. Alors justement, Antoine Vitez avait une vision apparemment contre-intuitive du projet, puisqu'il partait du principe que le gigantisme du soulier et des lieux qu'il traverse, la mer, le désert, le ciel, ne pouvait finalement être représenté que dans un théâtre de poche. Donc une fois sorti du laboratoire de création, finalement, dont vous parlez, comment s'est passée la transhumance du projet dans la cour? Comment tout s'est déployé avec vous, avec des gens comme Yanis Kokos, Patrice Trottier, Caroline Marcadet aussi, on l'interrogera parce qu'elle était... Georges Apergis. Caroline Marcadet était responsable de l'étude des mouvements, donc je me demande bien comment cette chose est passée d'un micro-laboratoire à cette espèce d'héliport que constitue la cour. Et dans votre réponse, est-ce que vous pourriez consacrer un petit temps à cette question des marionnettes qui, moi, m'intrigue beaucoup? Elle faisait partie intégrante de la politique scénique de Vitez à Chaillot. Je crois que je n'ai jamais vu de marionnette à fil si petite dans la cour. Et tous les spectateurs à qui j'en ai parlé, où qu'ils soient placés, y compris sur les gradins les plus élevés, me disent qu'ils voyaient parfaitement ces marionnettes. Comment tout cela s'exporte finalement? Alors, pour ce qui parlait des marionnettes, de la présence des marionnettes dans la politique scénique du Soulier de Satin, je rappelle donc que Antoine Vitez et mon père et Agnès Van Moller étaient des gens très proches, dans une grande proximité, à une époque où Antoine ne travaillait pas, n'était pas encore un metteur en scène reconnu, etc. Il était déjà traducteur, beaucoup, mais il est arrivé de faire de la marionnette, de co-mettre en scène La Petite Clé d'Or du Colombier avec mon père, etc. Donc il avait une passion pour... c'est sa dimension meyeroldienne qui ressortait toujours, il avait une passion pour cet art du balagan. Et donc il mobilisait souvent dans ses spectacles ce qu'on appelle aujourd'hui du marionnettique. Il y a un exemple célèbre dans Catherine du Cloche de Bâle, où il joue le Libertad, l'anarchiste, et il joue avec un tire-bouchon. Les tire-bouchons de Gaulle. Tire-bouchon de Gaulle, et il nous fait le récit en manipulant ce tire-bouchon qui devient l'incarnation, la métonymie de l'aliénation, de l'ouvrier à la chaîne, etc. Et c'était... donc il était capable d'utiliser sans cesse des éléments du langage marionnettique. Et il y avait un Castellet, je crois, à Chaillot. À Chaillot, bien sûr, il avait fait construire par Yanis Kokos. Inimaginable aujourd'hui, ce Castellet trônait dans
le plus Dans beau le point grand de vue, foyer. dans le grand foyer, sur le plus beau point de vue qu'on puisse avoir sur la Tour Eiffel. Des milliers d'enfants venaient tous les matins, tous les après-midi. Donc il y avait ce goût de la marionnette et l'envie de la voir figurer, de l'honorer, mais c'est aussi parce que le Soulier de Satin, c'est aussi ce qu'il appelait une odyssée des formes. Il y a une traversée de toutes les formes théâtrales mobilisées par Claudel. On peut être dans le nô, on peut être dans le carnavalesque plus rudimentaire, à Inubus avec sa canne à pêche. On peut être... Et dans l'exercice de style, on passait par la marionnette. Il avait besoin de cette hétérogénéité, des formes à l'intérieur de la représentation et de ce qu'il appelait, enfin ce que j'appelle moi plutôt sa désinvolture, hein, une sorte d'insolente liberté finalement pour passer d'une forme à l'autre, de jouer des simulacres du théâtre. C'est une extraordinaire confiance dans le spectateur, ouais. Ça quand même. Il appelait ça le miracle du simulacre. C'est la réaction du langage théologico-athée. Le miracle du simulacre. Et donc ces marionnettes, et par exemple, les marionnettes, comme vous dites, à fil, qui étaient en fait affilées à tringle, c'était plutôt un hommage à la Belgique, aux marionnettes liégeoises, en fait, qu'il avait rendu à cet endroit-là. Et puis il y avait les proues qui étaient des giganti italiens. Bien sûr, bien sûr. Tout était bien décliné en petit et en grand. Donc ça, voilà, cette chose-là était très importante. Dans le passage, dans la Coloniale, il y a eu donc ce petit sas à Chaillot avec l'arrivée des premiers éléments scénographiques complémentaires qui relevaient de ce que de l'esthétique de l'ex-voto qu'on avait imaginé à partir des premières esquisses de Yanis. Et je raconte, je ne sais pas si tu te souviens de l'épisode de l'évanouissement d'Antoine. Ah non. À l'arrivée des bateaux. Des petits bateaux qui ont servi la flottille. La flottille. Oui. Et on les dispose sur la scène. Ça. Vous avez raté ça, Jeanne. Antoine est ravi et il dit mais peut-être je pourrais le mettre je préférerais le mettre dans l'autre sens, dans cet axe-là par rapport à la mise en scène. Et là Yanis lui dit c'est pas possible Antoine parce que ce sont des demi pour des raisons d'économie, ce sont des demi-bateaux. Et là, Antoine, c'est quasiment un évanouissement, entre la chose rêvée et puis le réel tout d'un coup qui arrivait, il y avait un effondrement, qui était lié aussi à la fatigue, c'était arrivé en bout de course, comme ça. Donc il y a eu ce petit moment, comme toujours en fait, le moment où parce que dans la répétition, dans la salle de répétition, il y a une sorte de poétique de la répétition. Vous êtes, le tonneau de la négresse, c'était un carton, et puis, puis avec un ballet de service qui était là. Oui, un art pauvre qui un art pauvre, des ersatz qui, à l'intérieur de la logique de la construction imaginaire qui est la nôtre, deviennent notre réalité. Et alors tout d'un coup arrive l'autre réalité, l'irréalité, qui vient porter la contradiction en quelque sorte au rêve né dans la répétition. Donc il y a eu cette tension-là, et pour partie, Antoine et Yanis se sont mis d'accord pour, au fond, évacuer pas mal de choses qui avaient été imaginées au départ par Yanis, et ne n'en garder que très peu en fait. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été repoussées sur l'orbe, à la marge, parce que aussi Antoine ne voulait pas se lancer dans l'idée qu'on allait enchaîner vite et mal les séquences à l'emporte-pièce, comme il disait. Il ne fallait pas du tout qu'on ait une régie compliquée. Il fallait que complexifier le ballet d'objets, c'était pas possible. Il fallait au sens villérien que chaque acteur soit le régisseur de son propre espace. Il entre avec son espace, Serge Maggiani rentre avec son mât sur le dos comme une croix, comme un Christ portant sa croix. C'est déjà pas mal. Et voilà, et c'est fini, et voilà. Ou bien il y a un globe terrestre qu'on met, d'accord, ok, et on est chez le roi d'Espagne, et ça suffit. Donc tout était métonymique. Voilà, il y avait une raréfaction des signes. Qu'est-ce qui est essentiel au jeu et à la compréhension de la fable, et éliminer tout ce qui pourrait être un surplus
qui pourrait apparaître comme décoratif ou illustratif, ou je ne sais pas. Il y avait économie des signes et aussi ce qu'il appelait l'histoire des signes à l'intérieur de la représentation. Hein, c'est-à-dire comment un signe prend un sens à un endroit donné, puis en prend un autre à un autre endroit, dans un autre contexte donné. Vous diriez que c'était un hommage un peu au No de Claudel, enfin à cette chose... Il y avait Est-ce que c'était conscientisé de la part d'Antoine Vitez de faire appel à cette strate aussi de code de jeu dont vous parlez? Il ne nommait pas tout, hein. Il ne disait pas tout de ce... Il y avait une part d'inconscience aussi, peut-être. Hein. Mais qui était nourrie évidemment de toutes ses lectures et d'une connaissance très profonde qu'il avait. Et puis il avait été au Japon, il avait fait un voyage au Japon, il avait vu... Il y avait, dans les éléments qui ont rendu qui étaient complexes aussi dans la cour d'honneur, pour nous, c'est qu'on allait jouer, donc pour des raisons pratiques d'organisation festivalière, il y avait des représentations de parties et puis des représentations intégrales. Mais nous, on a travaillé comme si on allait faire des intégrales. Et donc, par exemple, avec Patrice Trottier, c'était ça c'est un souvenir inoubliable pour moi. On a travaillé des nuits et des nuits jusqu'à l'aube, jusqu'à ce que la lumière ne marque plus, à construire la lumière du spectacle de A à Z, puisque quand on jouait en deux parties, il fallait la conduite lumière pour l'ensemble. Évidemment. Mais quand on a fait la première intégrale, et qu'on est arrivé à 3 h du matin, 4 h du matin, que l'aube s'est levée, et qu'on a vu progressivement les lumières ne plus rien marquer. Oui, dégouliner, quoi. Enfin, et tout voilà, était fini, et on voyait les acteurs dans leur nudité, une première avec la fatigue, le masque de maquillage. Le rimel qui fout le camp, comme dit Ferré. C'était, et là, tout d'un coup, le cœur vous serre, parce qu'on avait passé des heures à régler, et rien de cette partie-là, en tous les cas du travail poétique de Patrice Trottier, dans l'intégrale ne jouait plus. Ce qui jouait, c'était autre chose, c'était les martinets dans le ciel, c'était la lune qui se... Mais je crois que Trottier garde un souvenir ému du premier rayon de soleil qui vient quand même taper sur la proue de Prouaise. Ben oui, c'était extraordinaire. Donc il y a eu ces éléments-là. Il y avait une gestion du temps qui était extrêmement, là aussi très, très compliquée, très resserrée dans le temps. En fait, on n'a pas fait d'intégrale avant l'intégrale. La première intégrale, dans le vide. La première intégrale, c'est la première représentation intégrale. Et donc on allait voir, je me souviens, à la fin de la deuxième journée, à la reprise de la troisième, on était tous allés voir si les gens étaient restés. On ne savait pas. Et donc on dit, ah bon, ouais, ils sont toujours là. Donc on a fait la troisième journée. Puis à la fin de la troisième journée, il y avait un grand entracte quand même pour que les gens mangent de la soupe. Le premier entracte était un peu plus court. Mais là... Et puis on s'est dit, au début de la quatrième journée, bon ben, on recommence là. Est-ce qu'ils sont là? On ne savait pas. Et ils étaient là. Donc, mais on ne savait pas, hein, on ne savait pas. Et je pense en tout cas que dans ce passage de la salle de répétition à l'espace de la cour d'honneur, il y avait aussi, on avait eu cette expérience antérieure avec Antoine de monter Lucrèce Borgia dans la cour d'honneur en 85. Et déjà, au fond, il y avait une sorte de revisitation des codes hilariens, d'un jeu face à l'éternité, en gros plan. Qu'est-ce que c'est qu'un gros plan dans la cour d'honneur? C'est une actrice debout, c'est Jeanne, l'ombre double, je suis l'ombre double, voilà, et je projette la chose. Oui. Et c'était... Oui, non, enfin moi, bon, bref, mais nous n'avions pas de petit micro. À l'époque. À main nue. Voilà. C'était du théâtre en main nue. À main nue et à voix nue. Mais donc il y avait cette dimension physique, très très importante, la mesure d'un rôle, d'un parcours pour chacun. Et c'est comme ça que, par exemple, Valérie Dréville, Donia Setépès, surgissait sur le coup de... 5 h du matin. 5 h du matin, voilà. Elle arrivait à 5 h du matin. Non, oui, à 6 h même. Mais c'était une, Marie s'éveille. Mais c'était une actrice qui suivait l'entièreté de la représentation. Mais évidemment, oui. Elle était chargée, quand elle rentrait à 5 h, elle était chargée de l'entièreté de la représentation. Pour moi, vraiment, c'est une actrice magnifique, mais enfin,
c'est une très grande leçon en fait de comprendre que le grand, enfin pour moi, si c'est un spectacle inoubliable, c'est bien parce que chacun d'entre nous a son poste de travail, son poste avec ses responsabilités, était, comment dire, l'ouvrier d'un rêve au service de tous, quoi. Il y avait le théâtre, ça ne peut pas être une aventure singulière, individuelle. C'était une commune, quoi. Voilà, c'était une commune, une communauté d'attention. Antoine évoque souvent, là aussi, avec un langage qui peut surprendre chez un communiste, la piété de l'attention. Voilà, la piété de l'attention. Quelque chose de l'ordre d'Antigone, vous voyez, le geste inutile qu'on répète et qu'on oppose à Créon, qu'on oppose à l'autre discours et à la force. On oppose la poésie et on oppose cette insistante attention à ce qui est parfaitement apparemment inutile. Alors justement, j'aimerais qu'on termine cet entretien sur la trace de ce travail et sur la captation du spectacle, dont je crois l'exercice ne vous est pas vraiment étranger, puisque vous avez collaboré au film d'Hugo Santiago sur Electre et sur la vie de Galilée. Donc deux éléments que j'aimerais qu'on aborde. D'abord, la particularité du cadrage de cette captation. Vitesse s'était référé dans sa réflexion au travail d'Olivera qui avait monté un film en 85 et qui avait pris cette option d'une focale très serrée. Et il disait que pour lui, même au théâtre, c'était comme ça qu'il fallait jouer cette affaire-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez collaboré à la captation bruxelloise et quand vous avez reçu cette captation, diriez-vous qu'il y a des angles morts dans cette captation, ou au contraire, est-ce qu'elle offre des focales qui étaient absentes dans le spectacle vivant? Comment ça joue cette affaire-là pour quelqu'un qui a vu le spectacle? Alors, moi j'ai vu beaucoup de tentatives de captation. Vous évoquiez Electre et La vie de Galilée, filmée par Hugo Santiago. Dans le cas d'Electre, Antoine était là et des discussions très intenses avaient lieu chaque jour de tournage sur le placement de la caméra, sur les axes, sur l'organisation, sur les enjeux dramaturgiques de la scène qui expliquaient aussi comment le mouvement de la caméra avec l'animal allait se construire pour rendre compte de cette dramaturgie profonde de la mise en scène de Vitesse. Dans le cas de La vie de Galilée, Antoine était mort, donc c'était très différent et c'est moi qui me suis plutôt, disons, j'ai joué plutôt un rôle au niveau du travail sur les coupes, puisque Hugo Santiago devait ramener la captation à une durée, non, un peu plus, mais en tout cas à une durée qui était commercialisable, comme on dit aujourd'hui. Donc il y avait des enjeux de coupe, donc j'étais attentif surtout à ce que ne parle pas beaucoup d'un la dramaturgie brechtienne, mais c'était encore très différent. Dans le cas du soulier, pour moi, ce que vous évoquiez Olivera, oui, Antoine, mais encore une fois, ça renvoie à cet héritage villarien qui m'avait beaucoup frappé Antoine, parce qu'Antoine disait, il citait souvent Aragon qui, pour critiquer Villard, disait « Oh, les spectacles de Villard, c'est comme du linge qui sèche sur une corde à linge. » C'était méchant, entre guillemets, de la part d'Aragon, mais Vitesse trouvait que c'était une très belle image, c'est-à-dire ce côté frontal, ce côté carte à jouer, ce côté sans profondeur, en fait, sans perspective, mais juste... et qui renvoyait d'ailleurs aussi à cette esthétique des ex-voto qui avait été évoquée au départ de l'aventure avec Yanis. Et donc oui, filmer le gros plan, faire entendre la profération dans la nuit. Et ce qui est très curieux, c'est qu'à Bruxelles, on est en théâtre, on est dans un théâtre fermé à l'italienne, et pourtant, quelque chose de cette nuit... Rapetissé en plus. Rapetissé. Le plateau était plus petit, donc le plateau, le radeau avait été diminué. Les distances pour les acteurs étaient différentes, etc. Mais comme je disais tout à l'heure, ce qui est juste en direction d'intention, aussi bien un peu gagner en expansion que se retrouver compressé dans l'espace. Mais il y avait je pense que la force de cette captation, qui n'est donc pas un film au sens où Hugo Santiago a réalisé un film, lui, quand il a monté Electre, c'est que le réalisateur a vu énormément de fois Le Soulier de Satin
et qu'il a réalisé déjà en Avignon. Déjà en Avignon, et qu'il a réalisé cette captation comme on le ferait d'un match de football. J'ose cette métaphore, ou cette comparaison, c'est-à-dire qu'il montait au vol, en quelque sorte. Il y avait plein de caméras, et dans la cabine régie de la télévision, il montait au vol parce qu'il connaissait tellement bien le spectacle qu'il savait les moments, il avait comme un sauteur en hauteur préfigure son saut, il avait préfiguré son montage en quelque sorte, ça saisit, mais elle était quand même au présent des événements. Et alors, il y a des effets qui sont toujours parfois dommageables dans les captations, où tout d'un coup, justement, on ne comprend plus l'espace bien, l'espace dans lequel se situe. Oui, le diptyque notamment des trous, les flottilles, la flottille parfois. Alors on a des photos qui nous renvoient à quelque chose de très spectaculaire. La scène de la Lune est une scène extraordinaire, elle n'a pas toute sa plénitude spatiale parce qu'on n'a pas les trous. On ne sent pas bien qu'elle s'adresse aux personnages endormis dans les trous, c'est un peu compliqué, effectivement. Sauf qu'on a néanmoins une Dominique Valadier somptueuse, enfin, je sais pas, j'ai la chair de poule qui me vient. Voilà, c'est une. Je ne sais pas, il y a des gens qui vont participer à ce stage, mais voilà, s'il faut regarder une séquence, parmi toutes les séquences de Jules Sapin, regardez celle-là parce que c'est un. Voilà, qu'est-ce qu'une grande actrice, vous regardez ce moment-là et vous comprenez. C'est saisissant, cette traversée de la langue claudélienne dans son corps, cette manière de tout restituer comme un cadeau au spectateur, c'est magnifique. C'est compliqué en plus, le texte de la Lune. Oui. Très complexe. Justement, vous êtes maître de conférence à Paris 3, je suppose que vous allez exploiter ce DVD lorsqu'il va sortir. Quelle est, à votre avis, la vertu de ce genre d'exercice, de ce genre de traces, cet objet visuel en fait, pour de jeunes gens, pour qui Vitesse est... Ce qui est très important, c'est que moi je suis un témoin de l'aventure. Oui. Je pourrais même inviter dans mon cours Jeanne ou d'autres acteurs de l'aventure qui sont encore de ce monde. Et on peut associer à la fois cette trace et le témoignage vivant. En fait. Je crois beaucoup à la conjonction. Enfin, il faut croiser les documents, en fait. Il faut croiser les témoignages. Il y a la parole. Ma parole, celle de Jeanne, qui n'est pas la vérité, qui est une mémoire particulière. Et puis il y a ce document. L'avantage aussi d'un point de vue pédagogique, c'est voilà, on peut revenir en arrière, on peut repasser la séquence, on peut regarder un détail particulier, on peut montrer comment, par exemple, la question du traitement du verset claudélien. Si on regarde les différents acteurs qui composent cette distribution, on s'aperçoit que chacun n'a pas exactement la même histoire, le même rapport à ce verset. Entre Madeleine, Antoine, Janine, Recep, etc. Chacun a une attitude d'interprétation de la contrainte claudélienne que propose Vitesse. Et c'est assez intéressant à étudier et à montrer aussi les effets que ça peut avoir sur le saisissement qu'on a du sens de l'œuvre, tout ça. Donc il y a des éléments tout à fait pratiques, je dirais, pour analyser le jeu lui-même, le travail des corps, la manière dont le corps raconte énormément chez le théâtre de Vitesse. Le corps pense. On a du mal à penser ça, mais le corps pense. Oui. Alors, il y a une chose qui, je trouve, n'a absolument pris aucune ride, c'est le travail de l'accent de Villeneuve, que devait mener, je pense, Antoine Vitesse avec Valérie Dréville. Cette espèce d'accent qu'elle a, qui est... l'accent de la fer en tardenois. Je trouve ça extraordinaire. C'est pas possible. Voilà. Elle avait beaucoup écouté Valérie. C'est typique ça. Claudel parle comme ça. Oui. C'est merveilleux ce travail. Par exemple, Antoine n'a jamais imposé à tout un chacun d'entendre des entretiens d'Amrouche avec Claudel. Mais chacun avait tout loisir de le faire. Et évidemment, Valérie, elle, s'est nourrie, gavée, si je puis dire, de ces entretiens et d'entendre cette parole terrienne et tellurique. Je sais pas.
Oui, mais... Oui, mais je me souviens, il me semble qu'il lui avait dit, tiens, tu pourrais le lire comme le bon papa Claudel. Mais elle s'en est emparée. Ah oui, elle a pris à Valérie, oui, c'est merveilleux ce qu'elle fait avec ça. Des fois, ce sont des clés comme ça. Un grand directeur d'acteur, c'est pas justement quelqu'un qui vous dit ce qu'il faut faire, où il faut le faire, comme il faut le faire. C'est quelqu'un qui donne, qui ouvre quelque chose de perspective. Et parfois, c'est ça aussi que j'ai appris moi, comme assistant à la mise en scène, aux côtés de quelqu'un comme Vittel. C'est qu'il ne suffit pas d'avoir raison, il faut trouver le kairos, le bon moment pour que la chose soit entendue et qu'elle percute et qu'elle produise ses effets chez l'acteur. C'est une intelligence du kairos, ouais. On se saisit. Mais ça demande une attention de tous les instants, encore une fois, une grande. C'est pour ça que c'était épuisant, au sens propre. Je veux dire, c'était joyeux et ça devenait plein d'énergie. Il y avait un véritable épuisement physique malgré tout. Oui, le lessivage dont parlait Philippe Girard. C'était très. Et pour des acteurs, je sais que Didier, je ne sais pas si vous entendez avec Didier Sandre, mais Didier était merveilleusement engagé dans l'aventure, mais il était présent dès la première journée, il était présent tout au long, jusqu'à la 4e, donc lui il avait quasiment jamais très peu de repos, quoi. Il fallait les tunnels, si je puis dire, de l'Ange Gardien pour avoir 30 minutes de repos, mais à part ça, c'était... Et Didier a... Voilà, c'était très épuisant. Très épuisant. Irascible, pauvre. C'était quelque chose de fatigue physique, psychique aussi, parce que les paquets de textes, comme dirait des paquets de mer, qui... oui, c'est ça, oui. C'était très impressionnant. Mais je crois aussi, peut-être il faut le dire, parce que voilà, les témoins sont toujours... ce dont ils témoignent est plus grand que et notre témoignage est imparfait. Mais il y a une... non seulement avec Jeanne, avec qui j'étais lié d'amitié très longtemps, mais finalement, tous ces gens de l'aventure du Soleil de Satin, ceux qui sont encore en vie, eh bien, nous sommes liés pour la vie. Je ne sais pas comment dire, par cette aventure. C'est drôle parce que quand je vais parfois, avant le confinement, quand on allait au théâtre, parfois j'allais au théâtre, eh bien, tout à fait malgré moi, si je voyais, je dis au hasard, Dominique Valadier, Jeannie et Philippe Girard, par exemple, dans les spectateurs, et je me disais, tiens, eh ben, ce soir on est 4 du Soleil. D'accord, oui, la coterie se reforme très vite. C'est un truc, et même si on ne se voit pas du tout tous les jours, on ne passe pas notre temps à pique-niquer ni rien, mais enfin, effectivement, il y a un truc, je me dis, voilà, ah ben ce soir on est 4. Je pense que pour les spectateurs, très curieux. Je crois que vous allez interroger des spectateurs. Absolument. Et c'est très intéressant parce que je pense que pour les spectateurs eux-mêmes, c'est comme pour nous, c'est-à-dire un événement singulier, particulier, intime de notre vie, tout d'un coup se relie à la grande histoire, pas seulement à l'histoire du théâtre, mais comme un événement de l'histoire. C'est pas pour, je ne veux pas grandir, grandiloquence cet événement théâtral, mais c'est, dans les faits, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'un événement historique. Pour les spectateurs qui ont assisté à ces représentations intégrales, je parle des intégrales, je pense que c'est différent pour les spectateurs. Oui, je comprends, comme une église, quoi. Enfin, une église au sens l'ecclésia, quoi, autour de laquelle se groupe des gens pour un but commun, quoi. Alors justement, finissons peut-être par cette espèce de relation affective. Quel serait votre souvenir prégnant de cette affaire-là? Est-ce que, comme ça, quand vous y pensez, il y a quelque chose qui surgit? Il y a beaucoup, des milliers de choses qui surgissent, mais c'est vrai que j'étais particulièrement ému dans la 4e journée. Ça n'a pas été toute la 4e journée, mais souvent, justement, on évoquait la fatigue de Didier Sandre et Valérie Drévy, qui était cette épée, qui était sa partenaire de la grande scène finale de la 4e journée, en arrivait à lui souffler le texte à l'oreille pour recevoir sa réplique. Une espèce de différé, de jeu en différé, ça, il lui soufflait la réplique, il la donnait, puis elle lui redonnait. C'était magnifique de voir la jeunesse, parce qu'elle avait plus jeune, elle était
mais la générosité de ce don-là avec son partenaire, qui d'ailleurs en retour donnait tout. Oui. Ça, c'est des moments intimes de la vie du plateau, mais qui témoignent de ce qui fait en fait qu'un événement a lieu, parce qu'il y a une cause commune. Voilà, une cause commune qui est portée par tous avec intensité. Et le terme ne devrait jamais être autre chose que ça, en fait. Parfois, mais c'est pas tous les jours, comme disait Antoine, le dimanche de l'esprit. Des fois, des fois, on est un simple faiseur de théâtre. Des fois, on bricole. Des fois, on fait des compromis avec le théâtre. Mais dans le soulier, je pense, dans cette aventure du soulier, il n'y a pas eu beaucoup de compromis. C'était une exigence très haute qui était liée à aussi parce que chez Vitesse, il y a toujours cette idée que j'ai à répondre du poète, que je monte. Et donc cette exigence-là, il nous la transmettait, et ma foi, on était embarqués. Merci Éloi Recoing. Je vous en prie.